Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, je crois. Parfait. Bien, je voulais commencer tout d'abord par vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à la Pause Santé pour le lancement du livre « Un an, j'ai passé » de M. Alain Ricard, mon père. Je voulais tout d'abord remercier la présence de la représentante de M. Marc Plante, Fanny Trudel. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là, allô! Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup aussi la présence de M. le maire, M. Yvon Dehaye, puis aussi M. le curé, qui est derrière moi. Merci beaucoup d'être venu. Tout d'abord, on va commencer avec une petite présentation là, de l'auteur. Mais d'abord, il y a M. le maire qui tient à venir vous dire la bienvenue et vous dire quelques mots. Donc, je laisse la place à M. le maire. Je la trouvais grande, mais c'est bien. Alors, M. le curé, Dame de Gerlaire sont ici. En passant, félicitations. C'est agréable de vous voir, mesdames. Les confrères du Sarrazin. Madame l'attachée de M. Mac Ashton, maintenant, il faut s'accoutumer à le dire. Madame Stéphanie Trudel, bienvenue, vous faites ça bien, madame. C'est un début dans la vie, vous savez. Comme dans le livre le dit, gardez l'espoir, madame. Alors, famille Ricard et à vous tous, chers amis, c'est un plaisir pour moi. Puis en passant, j'aimerais quand même, si vous me permettez, dire à mon ancien maire, M. Ricard, et Mme Leblanc, qui est ancienne mairesse, à qui j'ai appris que j'ai travaillé avec eux. Alors, c'est doublement chaleureux pour moi. Alors, vous savez, c'est agréable d'être ici. C'est la première fois pour moi que j'assiste à un lancement de livre. Moi, vous le dis, je suis peut-être pas le plus gros liseux, je parle beaucoup, mais c'est vraiment agréable, c'est chaud au cœur. J'ai pu lire tantôt, j'ai une demi-page, là. Puis, M. Ricard, quand vous dites « gardez l'espoir », et puis c'est une personne, je pense, qui descend très, très bas. J'ai pu lire tout, c'est bien, bien vite, là. Et c'est vrai qu'on a tous des hauts, des bas dans la vie. Oui, dans la vie, parfois, les genoux nous touchent à terre. Vous savez, comme à la boxe, quand on parle d'un compte de 10, les genoux nous touchent à terre, mais il faut se relever. Et je pense que chacun et chacune ici dans la vie, on a tous connu ça. Puis malheureusement, on va aussi en connaître encore parce que la vie, elle est comme ça. C'est comme un cynique, hein? On monte, on descend. Alors écoutez, au nom de la ville de Louisville, le conseil de ville, on est heureux d'être ici en tant que ville. C'est une fierté. Puis c'est beau d'avoir la famille Ricard ensemble réunis sur un même toit, là. C'est vraiment beau. Alors, à vous tous, merci Alain. Bon succès. Et va de l'avant. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, maintenant, c'est le tour de M. Paul Bellemare qui va venir vous présenter l'auteur comme il se doit. Alors, bonjour tout le monde. Nous assistons aujourd'hui au lancement du premier roman d'Alain Ricard. Je suis très fier qu'il m'ait demandé de le présenter. Il a été un proche collaborateur il y a quelques années dans ma propre démarche artistique. La vie est le premier agent de notre transformation. Nos expériences, nos vécus, nos relations aux autres sont souvent le point de départ de la fiction et de l'imaginaire. Peu importe l'origine de tes sources d'information, quand ton sens de l'observation et ta mémoire figent les événements qui te sont racontés, l'imagination prend le relais et s'emballe. Alain est né sur une ferme, une entreprise familiale qui a pris une belle expansion. Qui, dans la région, ne connaît pas la ferme Ricard et l'endroit de la Pause Santé où nous sommes aujourd'hui? Diplômé en agriculture de l'Institut des technologies agroalimentaires de Saint-Hyacinthe, il a manifestement pris la tangente du monde agricole en devenant propriétaire actionnaire au sein d'entreprises familiales. Mais, car il y a un mais, quand l'appel artistique te poursuit, comment ne pas y répondre? Jeune adulte, de 1977 à 1993, la musique a occupé une bonne partie de sa vie. Groupe de musique variée, chansonnier soliste, il a donc roulé sa bosse dans les bars et les bistrots. Les bars ne sont-ils pas des laboratoires d'observation du comportement humain sur mesure pour alimenter l'imaginaire? Diplômé de l'Institut d'enregistrement du Canada en 2003, Alain a tenté sa chance avec la mise sur pied d'un studio d'enregistrement appelé les Studios Ricard. Un site exceptionnel, un lieu de culture enfin possible à Louisville, un espace culturel qui aurait dû prendre racine profonde afin de projeter nos talents locaux et régionaux dans l'espace du show business. Parfois, un visionnaire se bat souvent seul dans son patelin. Déjà, cette vision confère en elle-même une dimension de créativité indéniable chez cet homme. Toute expérience nous sculpte d'une forme en devenir. Il ne savait pas encore comment cette expérience allait le transformer. En vendant à regret son entreprise, le monde journalistique allait engendrer une part de son talent encore en friche.
Que voulez-vous? Les espaces à cultiver se retrouvent sous des formes souvent inconnues. Journaliste pour l'hebdo de la Gatineau à Maniwaki en 2008. Cette expérience enrichira son sens de l'écriture sans encore se douter comment ce nouveau métier allait bousculer une fois de plus sa vie. Écrire sur le quotidien de la vie communautaire, rendre accessible aux lecteurs de cette région la vie qui se déroule, afin de saisir les mouvements des acteurs et de l'environnement qui cherchent à donner un sens. Un autre projet qui, encore, prend fin abruptement, sans signal civilisé pouvant amoindrir sa déception. Il effectue un retour à la terre, un retour aux sources, un retour à la culture de son enfance, car il faut bien vivre. Un accident de travail l'immobilise. Il est parfois surprenant de saisir comment l'immobilisation mobilise autrement. Est-ce l'inconscient de Freud qui a provoqué l'événement? Est-ce son talent d'artiste qui se veut résilient et tenace? Ou est-ce le bon gars qui veut encore une fois devenir meilleur? Le bon gars. Voilà ce qu'il caractérise bien. Le bon gars veut vivre de ce qu'il poursuit inlassablement depuis son enfance. Le bon gars se cherche une voie d'expression artistique. Le bon gars est en quête de sens. Le bon gars a atteint le mi-temps de la vie. Et s'il passe à côté de lui-même, qu'adviendra-t-il de ses illusions? Un artiste ne doit jamais laisser de place à la défaite. Ayant pu de nouveau bénéficier d'un projet ponctuel comme journaliste à la télévision communautaire de Berthierville, voilà qu'il se relance dans des projets d'écriture en 2013. Son talent de technicien est encore requis et il agit à ce titre comme concepteur de sites Internet pour la Confrérie des Sarrasins, la Pousse Santé, le Café Édouard et les Jardins Ricard. Alain Ricard est sans contredit un gars serviable. Demandez à ceux qui ont sollicité de son temps et de son talent pour le théâtre, pour la mise en scène de spectacles, pour le technicien de son ou celui d'éclairagiste, pour tous les enregistrements qu'il a pu produire très souvent bénévolement pour sa communauté. Nous devons beaucoup à ce bon gars et il n'a pas fini de nous surprendre. Nous sommes donc ici rassemblés pour souligner le premier lancement de son roman intitulé « Un ange est passé ». Décidément, quand tu es condamné à être bon, le titre n'a pas le choix de suivre le bonhomme. Ce roman nous convie à un suspense, à une intrigue sur la vie humaine. Des vies marginales engendrent bien entendu des stéréotypes fort tenaces. Alain a pris le pari de nous y confronter. Une intrigue qui démontre que sans humanisme, l'hommerie finirait par gagner. Quoiqu'il y a des jours où on se demande si l'honnêteté est en voie de disparition. Le pouvoir cause bien des drames sordides. Que d'éducation il reste à faire pour élever les consciences. Alain, tu viens de trouver une autre voie qui facilitera l'expression de ton imaginaire. L'artiste qui t'habite ne peut plus s'ignorer. L'écriture est un exutoire passionnant. Moi, j'attends le prochain roman avec impatience. Merde, te dirait Cambronne. Au suivant, te dirait Brel. Et moi, je te dis ose. Merci beaucoup. Je ne sais comment te remercier, Paul, pour ces bons mots. On ne s'est pas consulté avant. C'est pas arrangé avec le gars des vues. Alors, je vous remercie à vous tous d'être là. Et un merci particulier à Paul Bellemare pour sa présentation, qui a accepté d'emblée lorsque j'y ai proposé. Merci aussi à ma fille Manon, qui s'est occupée en grande partie de cette organisation. Merci à ma sœur Nathalie, qui nous accueille aujourd'hui à la Pousse Santé, maintenant ouvert à l'année. Merci. Merci à mon père, qui a toujours été, pour chacun de ses enfants, une source d'inspiration. Pour son calme, sa diplomatie, ses encouragements, à nous laisser faire nos propres expériences, depuis notre plus jeune âge, et ce, sans jugement. Et croyez-moi, j'en ai essayé des choses. Et je continue encore à l'explorer, ce que la vie peut nous offrir. Merci Pierrette de t'occuper aussi bien de notre père aussi. Merci à mes sœurs Nathalie et Nicole et mon frère Pierre d'avoir contribué chacun à votre façon à mon cheminement. Merci à mes enfants, Jérémy, Maxime et Manon, pour la fierté qu'ils me procurent chaque jour, et à leur mère Isabelle. Surtout que depuis 1 mois et demi, je suis grand-papa d'un petit garçon. Alors, merci à Catherine, la conjointe à Jérémy. Qui a travaillé fort. Elle a travaillé fort. Merci à mon comité de lecture, Sylvie Marcotte, Lise Plante, André Cournoyer et Diane Larose.
pour vos bons conseils. Vous avez amélioré le produit et vous m'avez encouragé à continuer. Merci à Claire Baudouin pour la correction. Merci à vous tous d'être ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci aux dames de Gerlaise qui vous servent en dégustation une bière aux petits fruits des bières de Nouvelle-France. Et aussi à Danielle Morin, des miels Morin. Merci à Danielle Proux, ma copine, pour la photo à l'endos du livre. Et surtout pour son support et ses encouragements de tous les instants. Et finalement, merci aux éditions Première Chance de Saint-Alexis de me permettre de réaliser ce rêve un peu fou de publier un roman. Les éditions Première Chance est une jeune maison d'édition, mais qui ne veut pas nécessairement dire sans expérience. Son propriétaire et son équipe ont déjà touché au domaine de l'édition à la fin des années 80 et début 90. On y retrouve un bagage de plus de 1300 textes, des collaborations, des réalisations et une compréhension du milieu artistique difficile d'accès. Les éditions Première Chance s'adressent aux auteurs de littérature de tout genre, à l'auteur, compositeur, interprète, aux artistes qui désirent donner un coup de pouce pour atteindre leurs objectifs. Comme le nom l'indique, faire en sorte d'aider le plus grand nombre de personnes à réaliser leurs rêves. L'éditeur offre plusieurs possibilités de formes d'édition, axées sur le partenariat et l'auto-édition, dont le but est de trouver la solution pour être publié sans fausses promesses et de donner une première chance sans toutefois soutirer les droits à l'artiste. Ce dernier peut se libérer de son contrat sans pénalité. Un mini-site Internet est aussi offert à chacun des auteurs afin de vendre en ligne. Vous vous rendez sur leséditions-premièrechance.com. Ensuite, vous suivez le chemin du répertoire des auteurs, classés par ordre alphabétique, pour arriver sur mon mini-site. Cliquez sur la page couverture du livre et vous pouvez acheter en ligne Un ange est passé pour 26,39 $ livré chez vous. Parlons maintenant du livre proprement dit. À partir de réflexions à l'aube de la quarantaine, j'avais écrit quelques pages de ce manuscrit. Pendant mes moments de loisir, bien entendu, l'hiver. Puis, il a été mis de côté jusqu'à mon accident de travail en 2010. Je me suis planté avec une caisse de brocoli. C'est pas très valorisant. C'est la faute du brocoli. À la faute du brocoli. Entre-temps, après avoir vendu Studio Ricard, j'avais écrit une nouvelle qui portait sur les préjugés et la manipulation des médias. C'est un autre projet. Nouvelle qui fut publiée en feuilleton dans l'Hebdo de la Gatineau en 2008. À mon retour à Louisville, j'en produis une première version sous forme d'un court roman que je soumets encore une fois à mon comité de lecture. Les événements de la vie étant ce qu'ils sont, il y a 2 ans, je me retrouve dans un petit appartement au centre-ville de Louisville, au Château Louise, mon propriétaire est là, pour le confirmer, où je complète le fameux roman mystérieux qui prend maintenant le titre de terrorisme de quartier que je soumets à différentes maisons d'édition. Puis je m'attaque à celui-là, qui n'a pas encore de titre à ce moment-là, ni de finalité. Après plusieurs relectures de ce que j'avais écrit 15 ans plus tôt, je trouve soudainement l'inspiration pour Un ange est passé, que j'écris d'un trait sur une quinzaine de jours et surtout de nuits, pour ensuite être retravaillé sur plusieurs mois et soumis encore une fois à mon comité de lecture pour un premier test. En voici un peu la philosophie. Ayant fréquenté des bars pendant plusieurs années pendant ma carrière de musicien amateur, j'y ai vu et entendu des choses bouleversantes. J'ai rencontré des personnages colorés, parfois mystérieux, d'autres tourmentés par des traumatismes multiples. Certains semblant en paix avec eux-mêmes, d'autres pas. Il y a même des gens autour de nous que nous fréquentons tous les jours, qui ont des histoires d'horreur inscrites à leur vécu que nous ne soupçonnons même pas. Pourtant, ces personnes sont souriantes et toujours de bonne humeur malgré tout. Tandis que d'autres se retrouvent sur un banc de parc, quelque part dans une grande ville. Personnellement, provenant d'une famille heureuse, ayant vécu une enfance choyée, sans violence ni abus, je sors de mon cocon douillet pour découvrir au fil des ans que tous n'ont pas la même chance, ni la même capacité à s'adapter. Ce roman de fiction illustre 3 cas concrets. D'abord, le personnage principal, Guy Larivière,
qui a tout pour être heureux, mais il est blasé. Trouvant sa vie terne et sans but profond, il fait sa valise et il part à l'aventure pour la grande ville, abandonnant tout le reste derrière lui. Qui n'a jamais eu cette tentation un jour? Dans ce roman écrit à la première personne, Guy Larivière nous livre ses états d'âme et nous décrit cette histoire. Une histoire de fiction, je vous le rappelle. Pour ceux qui verraient des liens avec ma vie personnelle, sachez que presque la totalité de la population sont confrontés à ce type de remise en question au cours de leur vie. Donc, Guy Larivière fait la rencontre de deux personnages, Agathe Saint-Pierre et Georges Laramé, qui transformeront sa vie. Deux êtres humains confrontés à des traumatismes, à des tourments intérieurs et qui s'engouffrent dans leur souffrance. Cependant, deux comportements différents. L'un y trouve une façon d'en tirer parti et de trouver son identité. L'autre restera 30 ans dans l'attente d'un dénouement miraculeux qui ne viendra jamais. Une vie en suspens. Ces deux personnages, condamnés aussi par les préjugés de l'opinion publique et l'ignorance, Guy Larivière apprendra à les aimer et à les respecter. Il découvrira au cours de son périple que chacun d'entre nous avons une mission bien précise, avec sur nos pas des anges pour nous guider, libre à nous de les écouter ou pas. Ce livre est un hommage aux personnes qui ont vécu une vie de misère et qui ont malgré tout trouvé la paix intérieure, trouvé leur voie guidée eux aussi par des anges de passage. Mais aussi et surtout pour tous ceux qui ne l'ont pas trouvée et qui ne la trouveront jamais. Gardez espoir, quelque chose de plus grand se prépare toujours, parfois à notre insu. Mais ne sommes-nous pas nous-mêmes des anges de passage afin d'accomplir la grande mission de la vie? Ce roman s'adresse à tous ceux qui ont envie de lire une bonne histoire. C'est un roman qui remet en perspective notre propre vie, qui incitera peut-être certaines personnes à agir au lieu de subir, à tout le moins porter attention aux signes que la vie nous envoie. Malgré son titre, Un ange est passé n'est pas une histoire à l'eau de rose basée sur les croyances religieuses. C'est un roman dur, cru et impitoyable, teinté d'humour et qui s'adresse à tous. Si une fillette de 12 ans est capable de partir à la recherche de sa mère la nuit, de sortir d'un bar à 3 heures du matin, puis la ramener ivre, morte à la maison, elle est capable de lire, puis elle devrait lire ça. Excusez. Un artiste toujours un petit peu émotif. On va se replacer, on n'a pas fini. Ça, c'est des choses que j'ai vues de mes yeux vus quand je fréquentais des bars. Là. Écrire un livre, c'est long, prenant, et c'est aussi mettre de côté sa pudeur. Cette crainte de ce que les autres peuvent en penser. Contrairement aux soirées de chansonniers où j'avais une réponse immédiate du public, je pouvais m'ajuster en fonction des goûts des personnes qui étaient devant moi. Écrire un livre, c'est se livrer et espérer que ça plaise. Le retour est long. Ça fait presque 2 ans qu'il est écrit et je commence tout juste à avoir du feedback, comme on dit. Et pour vous dire, là, ça gargouille en dedans, pas à peu près. Surtout que je vais maintenant vous lire 2 courts extraits. The show must go on. Le premier extrait, c'est le moment où Georges Laramé amène Guy Larivière en quête d'aventure, je vous rappelle, à l'appartement qu'il lui offre. Il monte l'escalier sans traîner. Chacun de ses pas soulève un nuage de poussière émanant du tapis. Le suivant juste derrière, c'est pas directement à la hauteur de mon visage, je décide de le suivre de plus près afin de ne pas respirer plus longtemps cette poussière odorante de sable et de moisissure. L'escalier débouche sur un long couloir sombre. Je me rends compte que l'immeuble est beaucoup plus grand que la façade peut le laisser présager. C'est presque hallucinant. On se croirait dans un corridor intersidéral sans fin. L'infini inconnu à découvrir sur des milliers de kilomètres. À chaque pas, il peut surgir un monstre ou un adversaire redoutable d'une des portes vers laquelle nous avançons. Mon cœur bat plus vite. La tension monte. « Tiens, c'est là !» s'exclame-t-il, tout fier.
Il s'arrête tout juste à la première porte à droite. Déception. C'est bien, au moins en cas d'incendie, je suis près de la sortie. Il ouvre la porte toute grande vers l'intérieur sans y entrer. Je trouve curieux qu'il me laisse entrer le premier, ce n'est pas dans son style. Mais lorsque je m'avançais sur le seuil de la porte, je compris pourquoi. L'odeur de moisissure que j'avais dans le nez s'est subitement transformée en odeur de vomissure. Enfin, c'est l'odeur la plus forte que l'on peut identifier à travers plusieurs autres. S'il y a un monstre dans les parages, c'est sûrement ici qu'il habite. On n'y voit rien, la tenture est fermée. Ou plutôt, un drap de couvre-lit est accroché à la fenêtre. J'hésite. « Il y a l'électricité, tu sais, m'assure-t-il. » Je m'en doutais bien, mais j'ai une certaine appréhension à faire la lumière sur ces odeurs. Il me prend de vitesse et il actionne l'interrupteur en étirant le bras dans l'appartement sans y entrer. Surprise! On n'y voit pas mieux. Vous êtes sûr qu'il y a l'électricité que je demande? Ça doit être le globe qui est brûlé. Cette fois, il s'engage dans l'appartement, se rend à la fenêtre et il arrache le drap. Apocalypse! Il y a une lumière de rue juste en biais de la fenêtre. Elle éclaire d'un coup le mur du fond qui nous laisse voir des coulisses de crasse jaunâtre sur une peinture jadis blanche. On s'est servi d'un humidificateur à outrance où on s'est payé un méchant party, une journée ou une nuit de grande chaleur. À voir le reste de l'appartement, je choisis la seconde option. Ça, c'est l'appartement à ce qu'avait l'air quand je suis allé à l'ETA à Saint-Hyacinthe. Isabelle, la petite moyenne. Pour le second extrait, Agathe Saint-Pierre raconte sa vie à Guy-la-Rivière. Ayant rendu visite à la notaire de sa mère à sa majorité pour prendre connaissance de son testament, Agathe se retrouve dans un restaurant avec un vieux chauffeur de taxi qui l'a conduite de Montréal à Brassard peu de temps après les Olympiques de Montréal. Ils restèrent tous les deux silencieux jusqu'au dessert. Puis, intrigué, le chauffeur demanda « Ton œil, un accident? » « Un accident de vélo, oui. Ça se voit tant que ça? »« Ben, il est comme mal placé, je sais pas. Il regarde vers le haut tout le temps. » De douloureux souvenirs lui revinrent en tête. Le gros porc de la famille d'accueil la forçait à la regarder les yeux ouverts lorsqu'il la chevauchait. Il lui étirait les paupières vers le haut. Pour fuir son regard, elle regardait plus haut encore au-dessus d'elle. Elle avait tellement forcé ses yeux à regarder vers le haut que sa prothèse avait pris une mauvaise position. Sans compter les fois où il avait carrément mis ses doigts dans l'œil. Il avait pu ainsi la déplacer. Le passé ne change pas, mais il y a toujours quelque chose qui me le rappelle, avait-elle ajouté. Chaque fois que j'ouvre les yeux le matin, je vois que j'en ai qu'un, et le souvenir de ce jour-là ne me quittera jamais. Tu as raison, s'était-il résolu d'avouer. Mais il va falloir que tu fasses la paix avec ton passé. Il te suivra toujours où que tu ailles. L'important, c'est que tu l'assumes et que tu vives en paix avec. On y va maintenant? La caisse populaire était presque en face du restaurant. Agathe s'y dirigea pendant que le chauffeur rejoignait son taxi pour l'attendre. Elle ressortit environ 30 minutes plus tard avec 2 paquets sur le bras. Elle les déposa sur la banquette sans les ouvrir. Puis le chauffeur démarra. Elle sortit un petit livret de caisse de son sac qu'elle ouvrit et mit sous le lit du chauffeur. « C'est un héritage. Regardez le dernier chiffre en bas. Impressionnant, hein? » dit-elle, toute heureuse. « Très impressionnant. Et tes paquets? » « Je sais pas. Les effets personnels de ma mère, il paraît. Des souvenirs. Le fameux passé. J'ai comme peur de ce que je vais y trouver, avoua-t-elle le chauffeur. Il faut savoir d'où on vient si on veut savoir où il faut aller, récita-t-il comme un dicton. Si vous saviez, moi je n'ai pas à savoir, c'est à toi de savoir. Elle resta songeuse sur ces dernières paroles dignes d'un vieux sage. Il semblait toujours calme, même dans le gros trafic de Montréal. Il ne disait jamais un mot plus haut que l'autre. Ses enfants sont privilégiés d'avoir un père comme lui. Ils étaient à quelques coins de rue de l'appartement d'Agathe lorsque le chauffeur fit un détour. Puis un autre. Il tournait en rond. Agathe ne s'était pas rendu compte, mais elle trouvait que le décor revenait sans cesse. Elle avait reconnu une prostituée sur un coin de rue. Puis elle l'a vue une seconde fois, puis une troisième. Un frisson l'avait subitement traversé. Pourquoi je retournerais là?
Je n'ai plus à faire la prostituée maintenant. Si je me pointe, ils vont m'obliger à continuer. Il n'y a rien qui me rattrape ici, si ce n'est que de vieux morceaux de linge souillés. On retourne de bord. Tout de suite, avait-elle lancé au chauffeur. Il était temps que tu te décides. Je retourne chez nous, s'exclama-t-elle. Il y avait un loyer à louer voisin de la caisse, vous vous souvenez? Sûr que je me souviens. Et c'est parti pour une nouvelle vie, ma fille. Je repars en neuf. Et que je vous aime, vous, lui dit-elle en l'embrassant sur le joue. Mettez la radio, montez le volume. Agathe Saint-Pierre rentre chez elle. Il y a des gens comme ça qui arrivent dans notre vie au bon moment et qui en ressortent aussitôt. Comme un ange qui passe. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Merci, bonsoir. À toi-même. Attends, mais mets-toi ce par là, parce que je voulais juste vraiment dire que je suis vraiment fière de dire que mon père a écrit un livre. Je l'ai vraiment dit à tout le monde que je connais. Excusez. Il y a son grand-père. En fait, je tenais à vous dire que si vous voulez vous procurer le livre, il est en vente ici, au dépanneur des Coteaux, à la tabagie Grand-Père, puis c'est au coût de 20 $. Puis on t'a préparé une petite surprise, mais là... C'est quoi?